On a beaucoup parlé en fait dans les commentaires et dans les questions de. Enfin, j'ai remarqué on parlait tout le temps de rapport homme-femme et de reproduction. Et du coup, est-ce qu'au fond, la virilité, c'est pas une question qui est très hétérosexuelle? Et est-ce que justement, on perçoit pas, on n'associe pas la virilité à l'hétérosexualité aussi? Vous avez 3 heures. Ça vient du sanskrit. Le sanskrit, c'est une langue indienne. Ça vient du mot vira. Et vira, en sanskrit, ça veut dire le courageux, le héros, le téméraire. Et c'est ensuite l'Empire romain qui a repris cette racine de vira et qui l'a transformée en virilus et qui l'a annexé vraiment au concept même d'être un homme et d'être un homme qui développe, qui grandit. C'est-à-dire que tous les petits garçons, en passant la puberté, deviennent virils, donc deviennent un héros, un guerrier, un fort, un courageux, et donc vont se battre, étant donné que l'État romain était un État armé et que le but c'était de conquérir le monde. Il fallait quand même implanter dans la tête des petits garçons l'idée que, quelle que soit leur personnalité, quel que soit qui que ce soit qu'ils étaient, en grandissant, de toute manière, on devenait un héros. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on chopait des poils au pubis, on devenait un héros. Il y avait cette idée-là de toute manière, tu iras te battre et tu n'auras pas peur parce que tu es un héros, parce que tu es devenu viril, tu es devenu un homme d'âge adulte, en fait. Et donc par la suite, ensuite, médicalement, du coup, c'est devenu simplement, et c'est plutôt la définition qui est dans le dictionnaire aujourd'hui, c'est qui a développé ses traits, ses caractéristiques physiques adultes. La masculinité, ce qu'on peut appeler la masculinité. Donc moi, l'explication que j'ai vue le plus souvent qui revient, c'est celle-là. C'était vraiment les Romains qui ont voulu construire un État guerrier avec ça. Dans des sociétés primitives, sûrement que les hommes avaient, ou du moins ressentaient ce besoin de procréer, de recréer une génération après lui, donc avoir une descendance finalement. Et pour cette descendance, il s'est construit cette idée de virilité, ce concept de virilité dans les yeux des femmes en fait. Et en ça, moi, j'ai vite fait regarder France Culture, il parlait de l'émancipation du féminisme qui n'empêchait pas du tout l'émancipation du masculin. Et sur ça, je les rejoins totalement parce que, à mon avis, cette question de virilité, c'est vraiment une construction que l'homme, au sens masculin, a construit par rapport à ce qu'il pensait que la femme attendait de lui pour recréer une descendance qui était la sienne. Et de là, tout ce qui parle de force physique, qui pouvait par exemple être un moyen pour l'homme d'avoir une femme pour créer sa descendance. Ça pouvait être aussi, par exemple, la confiance en soi aussi. Voilà. Donc, l'histoire de génétique avant, quoi. Alors, ils sont tous d'accord avec vous, en fait. Non? Ah non, il n'est pas d'accord. Allez. Enfin, c'est pas question d'être d'accord ou pas d'accord, hein. Ça me fait rebondir là-dessus, parce que effectivement, là, tu disais que la première définition ou représentation en tout cas de la virilité, c'était une question de procréation, de se reproduire, d'être fertile. Et c'est vrai que quand on regarde dans le dictionnaire, c'est ça que ça raconte, hein. Ça parle de vigueur sexuelle, de capacité reproductrice, mais tout ça n'a rien de masculin, si on le prend en tant que tel. Du coup, la question reste entière, en fait, pour moi, avec ça, parce que, puisque ces caractéristiques-là n'ont rien de spécifiquement masculin, pourquoi créer ce mot-là et l'annexer seulement à l'homme, ou en tout cas ne pas lui créer un pendant féminin, puisqu'on a toujours fonctionné sur ce schéma binaire-là, pourquoi ne pas lui créer un pendant féminin qui n'existe pas, pourtant. Du coup... Bon, après, ça reste un labyrinthe et un serpent qui se mord la queue, tout ça. Et encore une fois, il y a de réponse nulle part. Hein, donc, on a tous compris qu'on n'est pas là pour trouver une réponse ce soir. Continuons. En tout cas, quand il y a un pendant féminin, il est souvent péjoratif. Je sais pas, j'en ai pas là en tête, mais quand on parle d'une femme qui va être une femme de tête et qui va
c'est forcément négatif. Elle écrase tout le monde. C'est pas des attributs positifs. Et alors que cette idée de courage, de puissance, etc., ce terme de chevaleresque qu'on a entendu est beaucoup plus connoté positif pour les hommes. Et ça interpelle. Moi, ça m'interpelle en tout cas. Mais je veux revenir sur les regards croisés et les stéréotypes. Moi, quand on a fait notre étude, là, il y a maintenant 4-5 ans, sur le secteur du bâtiment, on a fait des réunions de groupe avec des femmes, sur la place des femmes. Et on a été surprise. Il y avait des femmes de tout âge. Il y avait des très jeunes et il y avait des femmes qui allaient partir en retraite. Il y avait un peu de tout. Et sur leur rôle dans l'entreprise. Et il y avait des femmes qui avaient des rôles de dirigeantes et il y avait des femmes qui avaient des rôles de co-dirigeantes. C'était des toutes petites boîtes. Et il y avait des femmes qui avaient des rôles de rien du tout en portant tout. Et elles étaient très satisfaites d'être rien du tout en portant tout. Et en reflétant une image de leur conjoint, puisque à ce moment-là, c'était leur conjoint qui pilotait. Mais c'est normal que ce soit lui qui est devant. Moi, je dois être derrière et en second. Et cette idée de stéréotype croisé, c'est-à-dire ce qu'on attend de l'autre, et le mari donnait cette image-là. Et il y avait une absolue satisfaction de cette image de virilité dans leur comportement. Et ça nous a un petit peu glacé parce que c'était des très jeunes qui parlaient comme ça. En l'occurrence, elles n'étaient même pas déclarées. Enfin, on était sur cette question-là aussi de statut, puisque toujours en management. Est-ce que vous avez un salaire? Est-ce que vous êtes déclaré? Non, mais ça me va bien, c'est pas moi, c'est lui qui porte le projet. Et cette espèce de confort dans le regard croisé nous a étonnés. Et là, on est à l'encontre de ce qu'on disait tout à l'heure sur la génération. Nous, on a été surprises. On ne s'attendait pas à entendre ça chez des jeunes. Avec l'avancée générationnelle, ces filles, elles ont vu probablement leur mère travailler, parfois divorcer, parfois porter le foyer, enfin ce qu'on entend dans tous les chiffres nationaux là, hein, de familles monoparentales, etc. Et pourtant, elles parlaient comme ça. Et c'était pas epsilon dans nos échantillons, hein. C'était un tiers de la population observée à peu près. Waouh! Et ça, c'était surprenant. Et on voyait que cette reproduction de l'acceptation de la vision antique d'une virilité, parce qu'on est là-dessus, elle se faisait naturellement et acceptée. Et que les lignes ne bougeaient pas. Et ça nous a interpellés sur notre mission même, puisque nous, on travaillait pour le Fonds social européen. Et donc, on s'est demandé... Après, on l'a, chemin faisant sur des approches plus statistiques, on l'a pas forcément retrouvé partout. Mais parce que les gens ne l'expriment pas sur un questionnaire sur Internet. Là, on était une quinzaine dans une pièce comme ici, et la parole se libère dans ces cas-là. La question que je me pose, alors sans n'y connaître rien en sciences, et c'est pour ça que c'est peut-être intéressant de se la poser, c'est à quel point, ces comportements-là et les comportements de retrait que vous définissiez sont liés effectivement à quelque chose de purement scientifique ou justement à une norme sociale et que c'est par rapport à cette norme sociale qu'il y a une position de retrait. Et moi, c'est ça en fait que j'aimerais bien interroger avec vous, c'est à savoir à quel point en fait on rentre dans le scientifique ou à quel point on est dans le culturel. Et de la même manière, si on amène le questionnement sur les personnes intersexes ou le traitement de la médecine aujourd'hui tend en fait majoritairement à les emmener, à leur imposer le masculin, à quel point en fait c'est un choix médical qui est censé médicalement ou à quel point c'est un choix en fait qui est plus lié à du culturel et à de la norme culturelle et à une imposition culturelle. Je ferai un peu la réponse que j'ai faite tout à l'heure. C'est pas blanc, c'est pas noir, c'est ni purement scientifique, ni purement culturel. Je pense que des enfants jeunes, même avec des anomalies mineures, mais qui ont le souvenir qu'on se soit questionné, qu'ils aient eu des consultations itératives, pour des problèmes au niveau de leurs organes génitaux, même si tout est corrigé, donc scientifiquement, puisque vous employez le terme scientifique, ou médicalement, tout va bien, pour eux, tout va pas bien. Voilà. Et ils ont besoin d'en discuter, ils ont besoin de soutien, etc. Pour revenir au sujet du début... C'est le même
sujet. Oui, c'est le même sujet, mais pour, on a plongé très loin dans ce... Ouais, c'est très large. On a beaucoup parlé, en fait, dans les commentaires et dans les questions de... Enfin, j'ai remarqué on parlait tout le temps de rapport homme-femme et de reproduction. Et du coup, est-ce qu'au fond, la virilité, c'est pas une question qui est très hétérosexuelle? Et est-ce que, justement, on perçoit pas, on n'associe pas la virilité à l'hétérosexualité aussi? Vous avez 3 heures. Bah, je ne sais pas si c'est exclusivement sexuel, hétérosexuel, mais si tu observes un peu la population homosexuelle ou que tu traînes dans les milieux gays, la question de la virilité, elle est quand même vachement forte et vachement présente. Et les reproductions des schémas hétérosexuels sont énormes aussi. Il suffit de se balader sur une appli de rencontres homosexuelles pour voir. Moi, c'est un des trucs que j'ai le plus vu. C'est cherche viril, viril pour viril, pas de femme, pas de folle, pas de...